Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Vous doutez bien que le volet géopolitique aujourd'hui représente, on va dire, un espace de commentaires assez étendu. Pour essayer de résumer, on peut dire qu'avec l'incident du chasseur russe Sukhoi 24, les masques tombent. On sait maintenant de quel côté se situe la Turquie, enfin pour ceux qui avaient des doutes ou qui n'avaient pas suivi les précédents épisodes, puisque la Turquie abat un chasseur qui aurait traversé son espace aérien. Alors d'après les radars, l'espace de quelques secondes, les missiles tirés ont atteint le chasseur hors de l'espace aérien turc, donc en violation de toutes les conventions internationales. Pensez-vous que les États-Unis en auraient fait le reproche à la Turquie? Non, finalement, Barack Obama reprend les mêmes termes que M. Erdogan. Oui, la Turquie a bien le droit de défendre ses frontières aériennes. À ce moment-là, que la Grèce en fasse autant, et ça fera pas mal de chasseurs turcs au sol ou dans la Méditerranée. Il y a donc clairement une crispation des relations russo-turques, une crispation également à nouveau des relations entre l'Ukraine et la Russie avec une sorte de blocus de la Crimée. La Russie ne livre plus le gaz à Kiev, etc., etc. Bref, tout va bien. Tout va même tellement bien que Wall Street hier soir a réussi à clôturer en hausse. Alors nous en revenons tout de suite au chapitre géopolitique. Qu'est-ce qui a rassuré quelque part Wall Street? Eh bien, c'est le vocabulaire employé par Barack Obama. Alors oui, solidarité compassionnelle avec François Hollande. Oui, on va continuer les frappes en Syrie. Mais pas question d'appuyer la proposition d'une vaste coalition qui devrait déboucher évidemment sur l'intervention de troupes au sol, le seul moyen d'éradiquer Daesh. Et puis, toujours pas un mot sur les amis saoudiens et qataris, les saoudiens qui soutiennent Daesh, les qataris qui soutiennent Al-Nosra. Notons qu'hier, le chasseur russe s'est écrasé en Syrie dans une enclave on va dire, qui est contrôlée par des turcophones, voire même des soldats turcs qui eux-mêmes sont soutenus par Al-Nosra. Voilà, donc vous voyez un petit peu le sac de nœuds que cela peut constituer. Oui, les États-Unis ne semblent pas vouloir s'impliquer dans des opérations militaires plus importantes en Syrie. Alors voilà, ça rassure Wall Street. Est-ce que ça va rassurer l'Europe? Probablement pas. Alors aujourd'hui, on en est à essayer de chiffrer quel sera le coût des attentats du 13 novembre. Selon le Trésor, la direction du Trésor français, on va aller chercher de l'ordre de 2 milliards, c'est-à-dire environ 0,1% de points de PIB, sauf qu'on oublie de compter les millions d'heures perdu à ouvrir son sac, à ouvrir son manteau, à faire la queue devant un portique qui n'existait pas il y a même pas 10 jours. Donc des mesures de sécurité qui sont chronophages et qui coûtent également très cher, car si une entreprise dite sensible, et beaucoup le sont par exemple à la Défense, qui aurait dû être visée par de nouveaux attentats le 18 et le 19 novembre dernier, eh bien tous ces coûts de sécurisation évidemment vont être chers et vont grever la rentabilité des entreprises, et puis également en restreignant la mobilité des salariés, non seulement sur les sites sensibles, mais également à travers l'Europe, voilà qui risque de ralentir les affaires. De toute façon, les affaires, elles ralentissent d'elles-mêmes. La révision à la hausse du PIB américain ne change rien au fait que l'investissement est en panne outre-Atlantique et que les entreprises subissent une contraction de leur chiffre d'affaires. Donc 2% de croissance aux États-Unis, évidemment, c'est une estimation très généreuse, mais stratégique, car c'est grâce à cette croissance apparente que la Fed peut justifier de relever ses taux d'intérêt. Quant au taux de chômage à 5%, évidemment, vous savez tous que c'est de la rigolade, puisque le taux réel est plutôt aux alentours de 20%.
Alors une fois que la Fed aura monté ses taux, que fera-t-elle? Eh bien, à notre avis, elle les rebaissera. Elle les rebaissera parce que on ne tardera pas à nous annoncer au premier trimestre 2016 que la croissance est de 1,2, 1,5 et que en tendance depuis l'été dernier, eh bien, on est sur une contraction de l'économie américaine. Ce qui sauve finalement Wall Street, c'est la masse apparente de bénéfices distribués, dont l'essentiel l'est par Apple, par Google, Alphabet, plus quelques très gros comme les géants de la pharmacie ou General Electric. Mais cela masque le fait que 90% des entreprises américaines ont vu leurs chiffres et leur dynamique se dégrader au cours des derniers mois et on ne voit vraiment pas comment cette dynamique va s'inverser au cours des prochains mois. Alors les optimistes nous disent « Ah bah s'il n'y a plus d'espoir de hausse à Wall Street, parce qu'on est revenu, c'est vrai, à 1,5% des sommets historiques, alors l'argent ira s'investir ailleurs, en Europe, pourquoi pas de retour dans les pays émergents ». Oui, mais voilà, parmi les pays émergents, celui qui compte, c'est la Chine, et on découvre jour après jour, semaine après semaine, le montant des créances douteuses et également des erreurs de comptabilité qui font que la situation des banques chinoises n'est peut-être pas celle que l'on espère encore, même si on sait que globalement, les créances douteuses, c'est une sorte de tabou et de grand secret. Voilà, donc pas d'espoir de rebond du côté de la Chine, ralentissement économique américain, dégradation probable des taux d'intérêt aux États-Unis. Nous ne voyons pas vraiment comment cela pourrait stimuler davantage les indices boursiers. Mais bon, pour aujourd'hui, le credo, la thèse majoritaire, c'est que il faut bien que cet argent aille quelque part, il y en a trop, et évidemment, ça ne pourrait profiter qu'aux actions européennes. Nous pensons qu'au contraire, c'est du côté des matières premières qu'il faut se tourner, car on ne peut plus espérer que les actifs virtuels continuent de gonfler indéfiniment. Il y a un moment où les ultra-riches finiront par vouloir du tangible, et la pénurie d'or montre que c'est déjà le cas.